Alors bonjour Guillaume Oda. Bonjour. Vous venez de sortir d'une conférence avec vos lecteurs dans le cadre du prix littéraire Stéphane Franz dit Ripple. Oui, absolument. C'était important pour vous de venir ici aujourd'hui? Très très important. Très important parce que cet homme, Stéphane Franz dit Ripple, dans ma carrière de journaliste et de reporter sur des terrains de guerre, je l'ai rencontré. C'était en Côte d'Ivoire. En décembre 2010 et janvier 2011, il était le patron du Novotel d'Abidjan. Et je me souviens d'un homme parfaitement sympathique, prompt à rassurer et à donner des conseils aux journalistes qui débarquaient dans son hôtel en pleine violence post-électorale entre les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara à l'époque, où le pays était extrêmement violent. Et lui, il était toujours très rassurant. Et je me souviens même, parce que nous, avec mon camarade Romaric Moins, qui est d'ailleurs de Nice, et on sentait bien qu'en fait il y avait énormément de violence dans le pays. On avait même regardé en fait les faux plafonds de notre chambre au cas où des hommes armés venaient entrer dans l'hôtel. Ça ne s'est pas passé. Par contre, j'ai été extrêmement bouleversé quelques mois plus tard en apprenant que cet homme-là, Stéphane Franz dit Ripple, et bien justement parce qu'il y a des hommes armés qui sont entrés dans l'hôtel, il avait donné sa vie pour sauver celle de journalistes qui était planquée au 7e. Il avait donné sa vie pour sauver celle de journalistes qu'il ne connaissait pas. Et quand j'ai appris que j'ai été présélectionné, que j'avais été présélectionné au prix Stéphane Franz dit Ripple, j'ai un peu reconvoqué mes souvenirs. Je me suis dit, mais c'est cet homme-là. Ça m'a immensément bouleversé parce que je me suis dit qu'en fait, ce qu'il avait fait 2 mois après mon passage à Abidjan, eh ben, il l'aurait fait pour moi, si jamais des hommes armés étaient entrés dans l'hôtel. C'est un homme qu'on peut appeler un juste parmi les justes. C'est un homme qui, sans réfléchir, a donné sa vie pour que des journalistes continuent à exercer leur métier. Et moi, je lui dois tout cela. Donc c'est un immense honneur pour moi que de voir mon nom, modestement pour ce qui me concerne, mais en tout cas associé à ce grand nom qui est celui de Stéphane Franz dit Ripple. Il faudra se souvenir que cet homme, il s'est sacrifié pour que nous tous, on puisse exercer le métier qu'on exerce, et symboliquement c'est très fort. Et vous avez été nommé à ce prix littéraire pour votre livre, publié l'année dernière, qui s'appelle Jeune à crever, qui retrace les 10 mois de procès des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Oui. Jeune à crever, c'est le titre de votre livre, et le titre d'un livre, c'est la première chose que l'on voit. Et il est très paradoxal, et il interpelle vraiment le lecteur. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer les coulisses derrière ce titre? Bien sûr. D'abord, j'ai voulu, vous avez raison, un titre, c'est pour interpeller. Donc j'ai voulu aussi un titre un peu coup de poing, pour tout de suite mettre un peu les pieds dans le plat. C'est très important, parce qu'on dit souvent que le titre, c'est le visage d'un livre. Et je m'ai crevé, pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis beaucoup interrogé dans ma carrière. J'ai aussi couvert les printemps arabes et l'histoire d'une jeunesse qui prenait un peu les armes, la fleur au fusil, pour aller bousculer les dictateurs dans leur pays, ici la Tunisie, la Libye, l'Égypte, la Syrie, etc. Et c'était des jeunes qui ont été peu à peu aspirés par une hydre terroriste qui sommeillait entre l'Irak et la Syrie et qui a fait d'eux, au terme d'exactions, d'humiliation, de bombardements, de torture, des machines à tuer au nom d'une idéologie fanatisée, une forme d'islam frelaté, mais qui restait néanmoins de jeunes hommes et de jeunes femmes. Et quand je me suis posé la question autour de ce qu'était le 13 novembre, je me suis dit, en fait, finalement, c'est l'histoire de jeunes, 25, 30 ans, qui vont à la terrasse d'un café, qui vont écouter de la musique à un concert, qui vont au match de foot, et qui se font tirer dessus par des jeunes qui ont le même âge. Et quand je suis arrivé au procès, j'ai découvert que pour défendre les complices de ces terroristes, et même ces terroristes, parce qu'il y avait 14 accusés, 14 enjeux différents, mais tout de même, et ben c'était de jeunes avocats, de jeunes avocateux surtout, qui avaient le même âge. Donc je me suis dit qu'en fait, il y avait un angle très générationnel qui, moi, m'avait sauté aux yeux, parce qu'en plus, j'avais également une trentaine d'années au moment des attentats de 2015, et puis en 2011, quand je couvrais ces printemps arabes. Donc je me suis dit, en fait, c'est l'histoire d'une génération qui va laver son linge sale en famille, d'une certaine manière.
Et jeune à crever, très prosaïquement, ça veut dire on a tiré sur ces jeunes comme on tire sur du gibier, donc c'est on met les pieds dans le plat. Encore une fois, un titre, c'est le visage d'un livre. Jeune à crever, c'est aussi l'histoire de ces terroristes qui portent des ceintures explosives et qui croient aux martyrs, et qui vont eux aussi crever dans les conditions qu'on connaît, parce que se faire exploser, c'est extrêmement brutal. Mais en même temps, c'est une figure de style, comme la langue française en offre beaucoup. C'est un peu comme dire je l'aime à mourir. On imagine bien que si on dit ça à sa petite copine ou à son petit copain, on ne va pas mourir le lendemain après avoir déclaré sa flamme. Et bien, jamais crever, ça veut dire fureur de vivre. C'est la même chose. Et le petit secret derrière, c'est que j'ai emprunté ce titre. D'ailleurs, je lui ai demandé la permission à un grand auteur qui s'appelle Nicolas Mathieu, qui a mis un prix Goncourt et qui a raconté dans son livre l'histoire d'un jeune adolescent qui, à un moment donné, fait un clin d'œil à la nana qui est en train de draguer. Le soleil se couche, il est sur son BMX, il a un peu le vent dans les cheveux, le soleil brûle ses joues. Il est exalté, il est hyper heureux et il conclut son paragraphe en disant Anthony, t'es jeune à crever. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'ai mon titre. Et vous étiez dans la salle d'audience pendant toutes ces semaines, pendant tous ces mois de procès. Vous avez vu de la haine, vous avez vu de la violence, vous avez vu des larmes, vous avez fait face aux accusés, mais aussi aux victimes. Comment on se sent finalement? Comment on ressort après tous ces mois et ces mois de procès? D'abord, on ressort peut-être, je dirais, entre guillemets, en meilleur état que toutes celles et ceux qui sont venus déposer avec un courage immense, raconter leurs histoires brûlées de victimes, qu'elles étaient des attentats du 13 novembre 2015. Je veux souligner ce courage-là parce que bien souvent on m'a posé la question comment est-ce qu'on fait pour assumer un tel procès? Je pense que d'abord on fait corps avec celles et ceux qui à un moment donné viennent témoigner et se mettent à nu littéralement à la barre et disent à quel point 6 ans après les faits, parce que ça a commencé le 8 septembre 2021, les brûlures étaient encore intactes, les cicatrices étaient encore là et les blessures étaient profondes. Je pense que pour être à la mesure de ce procès-là, il faut à un moment donné avoir une grande dose d'empathie, comprendre un peu ce que les gens vous disent quand ils viennent avec un tel courage témoigner. Mais il est vrai que ça ne laisse pas intact. Il est vrai que ça marque au fer rouge, parce qu'on vous écoutait, je dirais, dans un nombre de 15 témoignages par jour pendant 5 semaines, des victimes qui viennent témoigner. Forcément, ça crée en soi des brûlures aussi qui sont à un moment donné profondes. Donc on sort bousculé, on sort vraiment impacté. Et on se dit qu'il faut avoir une boussole qui est celle du métier qu'on exerce, qui malgré cela doit vous tenir debout chaque jour, parce que ce métier vous l'avez choisi. Et aussi à un moment donné pour donner la parole à des gens qui ont vécu des choses aussi terribles, sinon notre métier il ne servirait pas à grand chose, quoi. Donc c'est aussi ça qui fait de vous des gens qui tenaient debout dans ces circonstances-là. Mais bon, pour être tout à fait honnête avec vous, à un moment donné, je le raconte dans le livre, je vais m'allonger sur le divan d'un psychiatre et je vais lui dire que ça va pas très très bien, que je deviens irascible avec mes potes, que je mords la cuisse de l'un d'eux, parce que je leur reproche de ne pas s'intéresser aux victimes, de ne pas s'intéresser à ce procès. Je ne comprends pas qu'ils soient éloignés de cette histoire-là, et moi ça me rend ouf, quoi, ça me rend fou. Et je vais m'allonger sur le divan d'un psychiatre parce qu'en fait, il me dit tout ça, c'est un nom, ça s'appelle le traumatisme par procuration. Quand vous êtes exposé à de la douleur continue, en tant que journaliste, en tant qu'avocat, en tant qu'infirmière, en tant qu'infirmier, en tant qu'aide-soignant, en tant que pompier, en tant que policier, en tant que juge, en tant que tout ça, vous êtes un peu une éponge et ça a des répercussions sur vous. Et vous développez vous aussi un peu de colère, un peu de rage. Et j'ai eu besoin quand même un petit peu d'aller soigner tout ça, donc je l'ai fait et c'est un peu une façon de répondre à votre question. Et est-ce qu'en assistant au procès, vous étiez déjà dans l'optique d'écrire un livre ou l'idée est venue pendant, après peut-être? Alors le 8 septembre 2021, quand j'arrive à ce procès, la première chose que je me dis, c'est ta place elle est là pour les 8 mois qui viennent. Donc ça c'est la première certitude. Je me suis dit, là tu vas traverser un moment où la justice rencontre l'histoire, à ta mesure, modestement. Essaye d'embrasser ce moment parce que des moments comme ça dans sa carrière, on n'en aura pas 36, quoi. Être 10 mois sur un même objet, ça n'arrive pas si souvent et ça vous en avez conscience tout de suite.
Deuxième point, je bouclais l'histoire personnelle à la fois de Parisien, parce que je suis né, j'ai grandi à Paris, donc c'est un peu mon quartier qui a été touché, il y a des gens de ma génération qui ont été touchés, j'ai des potes qui étaient au Bataclan, une sœur parce que je connaissais très bien qui a été assassinée également dans un des bistrots, etc. À qui j'ai beaucoup pensé, et puis je bouclais une boucle de carrière. Je me suis dit que ma place était là, mais au début je voulais faire un documentaire, parce que moi je fais beaucoup plus de télévision. Sauf que j'ai vu qu'autour de moi, il y avait la cavalerie, il y avait France 2 qui préparait un énorme documentaire avec 1, 2, 3, 15, 25 caméras, des micros partout. Et je me suis dit que si je voulais donner en fait un sens plus profond à ces 10 mois étalés, il fallait peut-être, parce qu'il y avait aussi, moi avec une petite caméra, peut-être plus de difficultés pragmatiques à réaliser un documentaire, mais aussi je me disais déjà que j'aurais pas suffisamment de temps en fait pour pouvoir étaler et dire les choses sur des territoires aussi vastes qu'un procès, parce que c'est grand et c'est long un procès. Et au bout de, je sais pas, 1 mois ou 2, je me suis dit qu'en fait, parce que j'avais cet angle très fort générationnel, je la crevais, je me suis dit que j'irais le défendre dans une maison d'édition, puis en fait il y en a 3 qui étaient très intéressés. Et j'ai choisi celle-ci, Cherche Midi, parce qu'en fait, son patron m'a dit invente le livre que tu veux écrire. Et nous, quand on est journaliste, on se pose beaucoup cette question comment est-ce qu'on raconte les histoires? Et moi, je me suis vachement inspiré en fait de ce que font les Américains, beaucoup. Ils parlent de new journalism. En gros, ils se demandent comment, sur une base réelle, en fait, on peut continuer à intéresser celles et ceux qui vont nous lire ou nous écouter. Et ils disent, et moi j'ai essayé de travailler sur ça, qu'il faut aller emprunter parfois à la fiction ses codes narratifs, le roman, avec des personnages très définis, des intrigues un peu narratives très définies, pour capter un peu le lectorat. Et moi, souvent, ce livre, je l'ai écrit pour que ma mère, elle me lise. Elle était infirmière, elle n'était pas pénaliste, elle n'était pas du tout spécialiste du terrorisme, mais symboliquement, j'ai voulu prendre la main et lui dire maintenant, tu rentres avec moi dans cette salle d'audience, et justement écrire un livre sous cette forme de ce qu'on appelle narrative non-fiction ou non-fiction, c'est-à-dire sur une base réelle, travailler en empruntant à la fiction ces codes narratifs, le roman. Ça m'a permis d'essayer de répondre à cette question-là, comment raconter cette histoire-là. Donc voilà pourquoi je me suis dit, il y a un territoire de liberté et je vais aller dans cette direction-là. Et quand on écrit sur un sujet aussi sensible, comment on arrive à garder l'équilibre entre ses propres sentiments et vous, en tant que journaliste, un peu cette impartialité que l'on doit avoir? En étant très factuel, en collant à l'équilibre, en se disant qu'on ne répondra jamais à toutes les questions qui se posent, mais qu'à défaut, on peut essayer de les soulever, en tendant notre micro à tout le monde, en ne taisant jamais les colères, en n'ayant jamais en fait ce regard condescendant sur qui que ce soit, et même parmi notamment les victimes qui venaient déposer, celles et ceux qui n'épouseraient pas forcément vos convictions politiques. En fait, ce qui permet d'être stable et de ne pas céder à la passion et à ces choses-là qui dénaturent votre travail de journaliste, c'est justement de garder en fait votre micro ouvert en permanence et d'écouter et de retranscrire toutes les émotions, toutes les colères. Et même si vous, ça ne vous plaît pas ce que vous entendez, il faut continuer à tendre ce micro, il faut continuer à mettre en perspective, tout ça étant accroché aux faits et strictement les faits. C'est ça qui permet à un moment donné de ne pas céder à la passion et je dirais à une trop forte émotion qui dénature votre propos et qui fait qu'à un moment donné vous êtes biaisé et que vous ratez un peu votre travail. Je ne dis pas que je l'ai réussi, je ne dis pas que j'ai réussi à répondre à toutes les questions, et je dis que j'ai essayé au moins à minima de les soulever de telle sorte à ce qu'au moins le lecteur ou la lectrice puisse se dire et moi comment je me positionne. C'est ça que j'ai essayé de faire. Alors, maintenant, on va partir un peu sur la partie toute réseaux sociaux. Ouais. Parce que pendant le procès, vous avez live tweeté, ouais. plus de 8000 tweets. Ouais. Donc, un rythme très soutenu. Comment on gère cette pression de vouloir divulguer au plus vite l'information, mais en même temps de devoir vérifier ce qu'on va dire, peut-être de se relire? Comment on fait en fait? Bah alors c'était un travail à haute vitesse, et vous savez quoi, c'est marrant parce qu'en fait, quand je live tweetais, donc ça s'appelle X aujourd'hui. Oui. Donc je live X. En fait, j'ai été invité à Sciences Po Bordeaux et il y a un des étudiants qui a une vingtaine d'années, qui est aujourd'hui dans une école de journalisme d'ailleurs, et qui m'a dit c'est fou parce qu'avec tes tweets, tu casses les barrières du payant.
parce que nous, on est plein à ne pas être abonnés ni au Monde, ni à Libé, ni au Parisien, ni au Figaro, ni à Nice Matin, ni à plein de choses, quoi. Et ça nous ennuie parce qu'en fait, on voudrait bien aussi nous rentrer dans la salle d'audience. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial parce qu'en fait, tu es utile. Tu permets aussi à une génération, à une jeunesse, de s'emparer de quelque chose qui doit lui appartenir. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour live tweeter? En fait, c'est un exercice qui est assez difficile parce qu'en fait, d'abord, ça consiste à. Parfois, la parole, ça va beaucoup plus vite que l'écrit. Donc, à synthétiser à haute vitesse, ne jamais trahir en fait le sens et essayer de reproduire le plus fidèlement ce qui a été dit, tout en l'expliquant quand c'est une notion, par exemple, juridique un peu complexe. Donc, je vous avoue que j'avais à peu près 15 fenêtres ouvertes sur mon ordinateur. J'avais un espèce de dictionnaire, un code de procédure pénale avec des définitions de droit. J'avais un dictionnaire des synonymes. J'avais un dictionnaire un dictionnaire tout court. Et en même temps, Twitter. Et en même temps, des pages de certains magazines, certains machins ouverts pour aller être sûr que ce que je disais, c'était juste, vérifiable et en prenant toutes les précautions du monde. Donc ouais, c'était un exercice à très haute vitesse, mais en même temps, ça m'a permis de disposer d'un carnet de notes, carnet de notes public certes, mais carnet de notes quand même, ce qui m'a permis après d'écrire le livre. Et est-ce que pour vous, les réseaux sociaux, et notamment Twitter, maintenant X, parce que vous continuez encore d'être très présent sur X, est-ce que pour vous, ce sont des supports qui sont voués à remplacer peut-être, ou en tout cas à venir suppléer d'autres médias tels que les journaux papier par exemple? Très difficile, je pense pas, parce qu'en fait, et on s'en apercevra, je pense, et vous l'expérimenterez le long de votre carrière, un jour, ça arrivera vite, évidemment, qu'on est tous sur nos téléphones, tous sur Insta, TikTok, X, Snapchat et and so on, comme on dit en anglais. Mais on s'apercevra toujours qu'à un moment donné, le travail de journalisme, c'est mettre en perspective, se poser, rapporter les faits, être au plus près de ce qui se dit, de ce qui se dit. Dans 3 posts sur TikTok, est-ce que le bleu, je peux le recouper? Donc on a recoupé le côté bleu, 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 bleu. Et ensuite, il faut vérifier qu'en fait, en réalité, c'est bien du bleu qu'on discute et pas du rouge. Donc il y a recouper et puis vérifier. Et puis en plus de ça, avoir des sources qui, une fois recoupées, vous paraissent crédibles. Qui me dit quoi en réalité? C'est toujours ce réflexe qu'on doit avoir et ne jamais se contenter de l'immédiateté parce qu'on est dans un monde où aujourd'hui l'image est permanente. Vous le disiez vous-même, il y a des milliards de contenus qui sont publiés à chaque seconde sur la planète Terre. Si on se contente de l'émotion et d'une source, on est sûr de se tromper parce que personne n'est parfait, personne n'a une intuition parfaite. On a des réflexes aujourd'hui qui sont ceux qu'on nous enseigne dans les écoles de journalisme et qu'on devrait finalement enseigner dans toutes les écoles et à tout le monde en fait en réalité. Nous on fait un métier de perspective, de contextualisation, de témoignage, mais par contre ce qui relève de la vérification et de l'idée de recouper des sources crédibles, ça je pense maintenant que ça devrait être enseigné, mais dès la 6e, voire même dès le CP, dans toutes les écoles et dans tous les collèges de France. Il faut continuer et maintenant s'éduquer tous ensemble, et je pense que les journalistes, on a ce rôle-là, nous, que de dire attention, on entre dans un monde de faits où il sera très très facile de fabriquer de la fausse information qui paraîtra presque plus vraisemblable que la vérité à partir du moment où soi-même on est déjà biaisé et qu'en fait on avait envie d'entendre ça. Donc de toute façon on va le chercher et on va l'avoir à la preuve puisque ça va nous être dit non. Recouper, vérifier, source crédible, c'est vraiment la meilleure des hygiènes à avoir face à ce torrent d'informations. Et ces fake news que l'on trouve notamment en ce moment avec cette actualité très prenante avec le conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, on va en parler un petit peu, parce que vous avez eu cette expérience sur le terrain, vous avez été notamment correspondant à Jérusalem. Est-ce que le conflit entre Israël et le Hamas, c'est un sujet difficile à traiter quand on est journaliste? Oui, c'est un sujet extrêmement complexe parce qu'en fait, c'est l'histoire de ce conflit israélo-palestinien, c'est une histoire qui a déjà 75 ans, avec laquelle on a tous grandi, qui n'a toujours pas trouvé de résolution et qui a vécu un énorme tournant le 7 octobre 2023 où, au terme d'une attaque terroriste d'une ampleur jusqu'à ici jamais connue dans ce territoire-là, le Hamas entrant en Israël est venu tuer, massacrer des nourrissons, des enfants, des femmes et des enfants.
Et je pense que c'est difficile à couvrir si vous n'êtes pas capable en tant que journaliste d'être des partisans du dire. Et moi, je veux être un partisan du dire. Dire, ça veut dire tout dire. Et nous, quand on est journaliste, et c'est pour ça que c'est difficile, on vous demande de condamner ou d'exonérer. Or, notre travail de journaliste, c'est pas de condamner ou d'exonérer, mais à minima, c'est de qualifier les faits. Et si vous n'êtes pas capable de qualifier les faits, donc cette attaque terroriste de très grande ampleur, ces massacres d'une atrocité sans nom, vous n'êtes pas capable de dire à côté, à Gaza, lorsque on bombarde des populations, eh bien 80% des gens qui meurent sous ces bombardements sont justement des civils, des femmes, des enfants, des vieillards qui n'avaient rien de demander d'autre que de continuer à vivre, je dirais, un peu paisiblement leur vie. Être partisan du dire, c'est une assise journalistique. Et c'est pour ça que c'est très difficile de l'exercer, parce qu'on est dans un registre émotionnel tellement fort d'un côté ou de l'autre. Et maintenant, encore une fois, ce 7 octobre 2023, il marque un tournant qui vraiment raconte l'histoire de cette région du monde comme jamais ça n'a été fait auparavant, en tout cas dans des exemples récents. On entre dans un registre émotionnel extrêmement fort, et on revient à la question que vous posiez tout à l'heure. Il faut savoir un peu s'en démarquer pour continuer à faire son travail, parce que de toutes parts, on vous dira vous êtes pro-israélien, vous êtes pro-palestinien, vous n'avez pas assez dit ça, vous n'avez pas assez dit ça, etc. etc. Donc ça veut dire réfléchir vraiment à la notion de précipitation, réfléchir notamment au travail sur l'empire de l'émotion qu'il faut mettre de côté. Et justement, pour avoir une boussole dans ces moments-là, il faut être partisan du dire. Et notre travail, encore une fois, c'est pas d'exonérer, de condamner, c'est de qualifier les faits. Et qualifier les faits, ça veut dire tout dire. Et ne pas avoir peur de dire les choses quand on est journaliste. Dernière petite question avant de conclure cette interview. Ce livre, Jeune à crever, vous a pris beaucoup d'énergie. Vous le disiez tout à l'heure en conférence. Est-ce que vous avez un autre projet à venir? Dernière petite question. Alors, en ce moment, je travaille à l'LCI où j'analyse le conflit israélo-palestinien. Ça me prend beaucoup de temps parce que c'est une histoire que je porte aussi dans les tripes et dans le cœur. J'ai très envie, et il est peut-être possible que j'aille faire un mon tour là-bas sur zone pour travailler sur ces questions qui sont brûlantes. Après, j'ai écrit un bouquin, j'ai envie d'en écrire d'autres.